Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Merci d'être présent avec nous ce matin. Je suis Clémence Perrault, directrice régionale Occitanie chez Adéquation. Je suis accompagnée de Yann. Oui, Yann Gérard, donc moi je suis directeur national pour études et conseils, donc chez Adéquation. On est ensemble Bonjour à pour une tous. petite heure sur la thématique donc, de la conjoncture marché de ce début d'année, que vous connaissez déjà un peu, mais qu'on va continuer de commenter, et puis d'essayer de mettre en perspective sur les effets qu'on peut imaginer sur le marché et sur le développement demain du logement neuf. On va passer donc au contenu. Juste avant, quelques précisions, pratiques. Sur la plateforme, vous avez 2 onglets, un onglet, chat, un onglet questions. Si vous avez des questions sur le contenu à nous soumettre, merci de les poser vraiment dans l'onglet questions pour qu'on puisse bien les voir. Et pour toute autre question, de technique ou toute autre question, ce sera dans l'onglet chat. Voilà, et on prendra quelques questions à la fin du contenu. On aura un temps dédié à la fin. Si on n'arrive pas évidemment à répondre à toutes vos questions, on pourra revenir vers vous dans un deuxième temps. On va démarrer sur 2 temps. On revient un petit peu sur la conjoncture marché du début de l'année 2023 au niveau national et au niveau de la région Languedoc-Roussillon. Et puis on va évoquer quelques pistes pour repenser le développement du logement neuf au regard donc du contexte qu'on connaît, que vous connaissez déjà bien. On va en reparler. Je vais laisser la parole à Yann directement sur l'échelon national. Oui, merci Clémence. En effet, tu le disais, les chiffres, je pense qu'il y en a une bonne partie que vous connaissez. On voulait rappeler où on en était au niveau national avec des chiffres pas bons, évidemment. C'est ce que vous avez qui s'affiche à l'écran là. France métropolitaine, vous voyez qu'on annonce sur le premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022, pardon, une chute de 37% des volumes de vente. Et on a déjà fait l'exercice là sur les 4 premiers mois, ça s'accélère, on est Mmh. plutôt autour de moins 40, moins 42%. Donc ces chiffres, évidemment, ils ne sont pas bons. Ça va nous amener vraisemblablement au niveau national sur 2023 sur un étiage qu'on a connu dans les années 90. Donc c'est là c'est ça les perspectives, c'est plutôt autour de 60-65 000 ventes, Mmh. encore une fois nationales, sur l'année 2023. Cette chute des volumes, elle est généralisée, même si on a des variations évidemment entre une métropole de Rennes, par exemple, autour de moins 30%, et parallèlement, si vous regardez Montpellier sur l'écran, hein, en dessous Montpellier agglomération, vous avez juste en dessous les chiffres des prix et en dessous encore l'évolution en volume, en pourcentage. Vous voyez que Montpellier, on est autour de moins 50%, donc c'est un gros décrochage. Et puis alors la palme, là, elle revient, si je ne me trompe pas, à Bordeaux, moins 80%, moins 79. Je ferai le cadeau d'un point. Donc c'est des volumes exceptionnels hein, de chute, c'est une chute très très forte. Mmh. Parallèlement à ça, si on regarde les prix, on voit que, alors, on a une forte diversité, je dirais, d'évolution des prix. Globalement, ils sont encore orientés à la hausse sur ce premier trimestre. Ça ne va pas durer. Hein. Au niveau national, si vous regardez le niveau national, 5 320 euros mètre carré, on est autour de 2% sur ce premier trimestre par rapport au premier trimestre 2022. Mais on retrouve encore, par exemple, à Montpellier, plus 12% sur un premier trimestre. Donc, et en même temps, on a quelques baisses. Hein, j'avais noté Marseille, notamment. Mmh. Hein. Les Alpes-Maritimes, de manière spécifique, là, sont en baisse, comme vous pouvez le voir. Alors là, c'est très conjoncturel, c'est lié en fait à des programmes qui, sur le trimestre précédent, avaient été valorisés et vendus à des prix très, très chers, avec des programmes très haut de gamme qui tiraient vraiment les prix vers le haut. Donc là, la baisse que vous voyez, elle est vraiment liée à cette activité-là de certains programmes et pas à une conjoncture voilà, Ben, élargir. c'est vrai que ce qu'on imagine, c'est que sur cette année, au final, on sera plutôt sur les tendances qui commencent à se dessiner au niveau national en moyenne, hein, c'est-à-dire Mmh. entre 0 et 2% au final lissé sur l'année. Donc, tout ça, je dirais, en conclusion, d'une certaine façon, de cette première slide, un ajustement très fort par les volumes, des prix dont on estime que là, ils s'orientent vers une stagnation, et ben tout ça, c'est le diagnostic, selon nous, d'une crise qui est inédite depuis 25 ans et qu'on connaît en ce moment. Et on rentre dans le dur, d'une certaine façon.
Oui, tout à fait. Sur les chiffres qu'on connaît, comme tu l'as dit, on se rapproche de la crise des années 90 et il y a quelques, éléments de cette crise qui là sont très conjoncturels, qu'on prend, qu'on rencontre sur ce début d'année, mais il y a quelques points qui semblent quand même durables, sur le marché, notamment dans la répartition là des différents équilibres dans les ventes. Si tu veux nous en dire un mot au niveau national de ces installations? Oui, alors c'est vrai que tu as tout à fait raison. Il y a une structure de marché, on le sait, qui avait commencé à évoluer, hein, déjà. Ici, ce que vous avez à l'écran, c'est précisément l'ensemble des ventes promoteurs par an, hein. Donc vous avez, par exemple, en 2018, vous voyez qu'on atteignait plus de 180 000 ventes, détail plus bloc compris. Ce qui est intéressant ici, c'est que la structure du marché, encore une fois, donc ce qu'on appelle structure de marché, c'est la diversité des produits, d'une certaine façon, quels produits sont vendus en termes de promotion, avait déjà commencé à évoluer et a plutôt tendance à s'accélérer avec cette crise, hein. En 2018, la partie verte, donc qui regroupe les ventes détail investisseurs et les ventes détail occupants, elle représentait presque 70% des ventes. On estime qu'en 2023, elle va représenter à peine plus de 50%. Donc on voit l'évolution structurelle, encore une fois, que vous voyez au quotidien. Euh, on a, si on regarde le reste des types de produits vendus notamment en bloc, qui est la partie, vous voyez notamment le logement locatif social en orange. Hein, vous voyez qu'on est autour de 20%, c'est installé, hein, de la production. Évidemment, si la vente détail chute, le volume de logement locatif social, il a tendance à chuter aussi, hein. Ce n'est pas vraiment étonnant, même s'il va continuer à représenter environ 20% du marché. Bien installé aussi, c'est le logement locatif intermédiaire, c'est la partie en jaune, hein, qui va représenter environ 9% en 2003 des ventes, non seulement pour deux raisons. D'abord parce qu'on a une politique assumée de substitution au Pinel, d'une certaine façon, à présent, et puis, on pourra en reparler, mais on a ce nouveau programme, je dirais, 37 000 logements, je ne sais plus comment l'appeler, hein, 17 000 plus 30 000 pour le côté INLI, on pourra en reparler encore une fois. Une petite partie, 2%, vous voyez en gris, c'est la partie logement abordable contractualisé et la partie libre, en bloc. Et puis, surtout, le fait marquant probablement de cette année, c'est la bonne résistance de la résidence gérée. On l'a vu s'installer dans le paysage de la promotion depuis quelques années. Et là, vraisemblablement, c'est ce qui devrait mieux résister, sachant que on sait qu'il y a encore des programmes qui arrivent à relativement bien se commercialiser, hein, notamment sur du produit en LMNP. Voilà. Donc, au final, une structure de marché, pour conclure, hein, qui continue à évoluer, s'accélère, et finalement, c'est bien le fait marquant, c'est l'installation durable du bloc, hein, avec une diversité de la production qui amène à repenser les façons dont il diversifie aussi les programmes. Mmh. Oui, complètement. Là-dessus, l'élément un peu là, d'actualité, c'est bien évidemment le CNR. Vous n'êtes pas sans le savoir donc la disparition du Pinel, a été annoncée avec cette volonté, qu'on comprend de remplacer, ce produit-là, d'investisseurs particuliers, par le LLI, le logement locatif intermédiaire. C'est, en réalité donc, une vente, a priori bloc, massive qui est souhaitée, pour remplacer ce produit, locatif plafonné, au loyer plafonné par un autre produit locatif plafonné, mais dont les vecteurs de vente ne seront pas les mêmes. Ça pose plusieurs questions. On l'a vu donc les équilibres, pardon, entre ces différents vecteurs de commercialisation vont évoluer. Le bloc va s'installer encore plus, durablement a priori, voire prendre encore plus de place évidemment. Ça pose quand même la question, du rééquilibrage entre tous ces vecteurs-là, puisque le Pinel était donc, bien installé depuis sa mise en place, avait pris, beaucoup d'ampleur, notamment sur nos marchés, locaux. Et en fait, l'ensemble de la défisque, hein, je pense qu'on peut Oui, le dire. l'ensemble de la défiscalisation, tout à fait. Là où, le LLI, même si, et le bloc, à investisseurs, en intermédiaire, certes, prenait beaucoup, d'ampleur aussi, mais aujourd'hui, il y a une question de vase communicant un peu entre les 2, et le temps que s'installe, ce nouveau fonctionnement, ce nouveau système, il y aura certainement
évidemment un petit peu de latence. Cette année, on souhaite du coup que les investisseurs en LLI rachètent, en tout cas en bloc, rachètent 30 000 plus 17 000 logements. Donc ça fait déjà une grosse aspiration du stock de logements restant sur le marché de la promotion. Les années suivantes, on n'est pas sûr de pouvoir avoir des volumes tels en bloc en LLI sur les marchés, là où on avait en roulement un apport en Pinel. Donc il y aura entre les deux systèmes, s'il y a une passation effectivement entre ces deux systèmes, un temps de latence, au moins, si on va là-dessus, au moins pour que les procédures, les process se mettent en place pour réatteindre ce volume-là de logements en locatif intermédiaire. J'ai rien à ajouter, je pense qu'on peut en parler par la suite, mais je pense que là, on peut passer aussi Au Languedoc. au Languedoc, ouais. Allons-y. Alors sur le Languedoc-Roussillon, bon, ce sont des chiffres dans l'ensemble que vous connaissez, hein, qui ont déjà été, commentés dans leur, dimension, assez, on l'a vu, inédite, sur ce premier trimestre. Déjà un point à préciser, ici on est bien sur le premier trimestre, de l'année. À savoir qu'effectivement, en commençant à regarder ce qui ressort sur avril, sur mai, autant au début de l'année, on pouvait se demander si le premier trimestre serait pas catastrophique du fait d'un attentisme des investisseurs, des particuliers, etc. En fait, a priori, hein, la crise continue de s'aggraver sur le début du deuxième trimestre également. Donc, c'est plutôt quelque chose de durable et non pas un effet d'attentisme en réaction des annonces des taux d'intérêt, de la crise qui se produit. Donc sur le Languedoc-Roussillon, effectivement, le mot d'ordre, c'est un petit peu, sur, des baisses évidemment, hein, sur l'ensemble de ces segments. On a, par exemple, sur l'ensemble des ventes, on a moins 45 par rapport au premier trimestre 2022. C'est, en termes de mise en vente, on est également sur des baisses très importantes. Alors ce sont des baisses qui vont varier, comme vous pouvez le voir, entre les différentes régions. Malgré tout, toutes les régions sont touchées, hein, par cette même crise. C'est-à-dire que là où on fonctionnait, vous vous rappelez de toutes ces présentations qu'on a pu faire aussi en parlant des fameux marchés secondaires, marchés de report ou voilà, qu'importe la dénomination, vous les connaissez. On n'a pas forcément, de marché qui échappe à cette question de la hausse des taux d'intérêt, en tout cas d'une expression de la demande qui se grippe. On a quand même quelques différences, là où donc le marché leader qui est, la région de Montpellier, est extrêmement touchée par, donc cette crise. On a vraiment des baisses, très importantes. On a donc, sur les ventes, on a, quasiment moins 50. On a aussi, donc des prix, on l'a vu, qui continuent d'augmenter fortement, hein, plus 10 plus 12 sur ce premier trimestre et là, c'est déjà des choses qui s'inscrivent dans les tendances depuis un moment, une baisse de la part des investisseurs. Je m'arrête simplement une seconde là-dessus, sur la baisse de la part des investisseurs. Évidemment, il y a la disparition du Pinel, il y avait déjà l'instauration du Pinel Plus qui freinait, un petit peu l'expression de cette demande-là. On sait aussi que c'est une demande qui, sur les grosses métropoles comme Montpellier, comme Toulouse, qui qui baissait dans les tendances. On sait par exemple, si on prend Toulouse, qui est une terre d'investisseurs depuis longtemps, on a connu des 80% de ventes à investisseurs sur ces dernières années. Les ventes et les derniers trimestres, les ventes à investisseurs étaient carrément minoritaires, hein. La vente à occupants était majoritaire. C'est lié à plusieurs choses, évidemment, ne serait-ce d'un point de vue statistique. C'est lié à la baisse des volumes aussi, évidemment, de mise en vente. C'est aussi lié, et c'est particulièrement le cas sur une métropole là comme Montpellier, à la baisse aussi des rentabilités qui sont offertes sur ces produits-là. C'est-à-dire que les prix de vente augmentant, les loyers n'augmentent pas dans la même mesure. On a aussi des taux de rentabilité qui sont moins importants. Et puis l'effort à faire pour l'acquisition en investissement aussi, regardez notamment des prix, qui plus est avec les taux d'intérêt aujourd'hui, est plus important, ou forcément freine des investissements. Mais du coup, ce que j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire, c'est que quand même des secteurs secondaires résistent un peu mieux. Est-ce que le fait qu'il y ait des prix un peu moins élevés, à partir du moment où la solvabilité, je crois que tu vas nous en parler après,
est moins impacté, entre guillemets, si les prix sont Mm. moins élevés, on peut comprendre. Est-ce que ça résiste mieux dans des marchés secondaires malgré tout qu'à Montpellier? On a l'impression que c'est vrai, ça concentre un certain nombre de problématiques. Oui, la région de Montpellier, donc en tant que métropole, effectivement, concentre est un peu un concentré de toutes les contraintes et toutes les problématiques que l'on connaît aujourd'hui. Les marchés secondaires vont être impactés de manière un peu différente. Dans l'ensemble, quand même, tout le monde est impacté. Heu, il y a simplement quelques spécificités qui sont plutôt liées aussi à des volumes de marché ou à des profondeurs de marché moins importantes. Là, on voit par exemple que, la région de Sète ou la région de Narbonne ont des mises en vente qui augmentent par rapport au 1T 2022. C'est, malgré tout, à nuancer parce qu'en fait, on a quelques enfin, sur ces marchés-là, on a des volumes qui sont relativement restreints. Donc d'un trimestre à l'autre, en fait, ça peut faire des effets importants dans un sens ou dans l'autre, mais plutôt du fait de petits volumes. On sait qu'à Oui, il 7, suffit d'un programme ou deux pour changer voilà, complètement la vous vision voyez du les marché. volumes, on est sur 17, 77 mises en vente. Effectivement, un ou deux programmes, ça Mm. peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. À 7 aussi, on sait qu'il y a eu donc pas mal de développements liés à des secteurs aménagés qui aujourd'hui arrivent aussi à leur terme. Donc la question du renouvellement des opportunités sur ce marché et de leur, en tout cas, de leur importance est en question. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que demain on puisse retrouver des volumes qu'on a connus, notamment avec les opportunités foncières qu'on a connues sur 7. Après, on a sur ces marchés secondaires, c'est pas l'objet aujourd'hui là de ce qu'on voulait vous présenter, mais on a aujourd'hui malgré tout la question du plafond qui serait plus ou moins atteint de leur capacité d'absorption, puisque lorsqu'on parlait de la crise de l'offre les années passées, donc vous savez qu'on prend là part à un cycle baissier de l'immobilier qui s'est amorcé dès 2019, on en avait déjà parlé, et qui se trouvait plutôt dans une crise de l'offre. Ici, on a poursuivi cette crise de l'offre, mais on sait que dans ce contexte-là, on est allé alimenter les marchés dits secondaires. Donc effectivement, Nîmes, Béziers ont connu des alimentations très importantes, d'où aussi la petite baisse sur le premier trimestre de l'année. Mais sur l'année 2022, rappelez-vous, on a connu des alimentations importantes de ces marchés-là. La question après, ça va être la question de l'absorption. Et cette année en particulier, compte tenu de la hausse d'intérêt, on a effectivement des questionnements sur la commercialisation de l'ensemble des programmes qui vont arriver sur le marché cette année, en particulier sur ces marchés-là. Et donc là, aujourd'hui, un des enjeux, je l'ai un petit peu évoqué, je pense que c'est ce dont tu vas nous parler maintenant, c'est quand même cet enjeu budgétaire, le budget des ménages, la solvabilité, la question des taux d'intérêt. Oui, complètement. Ici, on vous a fait une petite démonstration qui est très théorique, hein, sur les capacités budgétaires d'acquisition dans le neuf des ménages en Languedoc-Roussillon. Je vous explique d'abord un petit peu le graphique. Vous avez la courbe bleue qui est celle du prix de vente d'un T3 dans le neuf sur la métropole de Montpellier. En Parme, violet clair, enfin, voilà, la deuxième courbe, Parme, c'est joli. C'est le prix de vente du T3 neuf en Languedoc-Roussillon. Donc sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon. En orange, ce sont les capacités d'emprunt d'un ménage qui est, de manière très théorique, hein, qui a été calculé sur 2,5 SMIC avec une durée d'emprunt de 22 ans, aucun apport. Et en jaune, c'est la différence entre la capacité d'emprunt donc et le prix d'achat d'un T3 neuf en Languedoc-Roussillon. Donc évidemment, hein, c'est très théorique, vous le voyez, les durées d'emprunt, c'est peut-être plutôt 25 ans, il y a toujours un petit peu d'apport, donc ça vient faire fluctuer la différence que l'on met ici en lumière, hein, elle n'est pas à prendre au centime près, hein, c'est simplement pour éclairer vraiment les écarts qui se sont creusés entre le décrochage qui s'est fait entre les capacités d'achat des ménages et les prix de vente dans le neuf. On a connu en 2017, 2018, 2019 là des courbes qui se croisaient un peu, hein. C'est aussi alors là, c'est vraiment statistique, c'est pas du tout une analyse de fond, mais ce sont aussi les années sur lesquelles on a le plus fait de volume et de mise en vente et de vente. Et là, sur les dernières années, effectivement, on voit bien le décrochage qui est également très rapide. Là, on a fait une petite simulation. Les 2 derniers
bâtons. Je sais pas s'il y a un terme plus... Ça marche, les bâtons. Les bâtons, ça marche. Les 2 derniers, c'est une hypothèse à janvier 2023 à 2,5% de taux d'intérêt. Vous voyez déjà qu'il y a un décrochage énorme. Et on a fait une hypothèse à la fin du premier trimestre. On sait aujourd'hui qu'on est à 3,6 de taux d'intérêt moyen en local. Ici, l'hypothèse, elle est à 3,5. On voit bien que le décrochage est encore assez net. On a perdu encore une capacité budgétaire très importante pour les ménages. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, ça montre simplement qu'il y a cette question effectivement, du prix du neuf, comment il va évoluer. Là, il y a la conjoncture qui nous invite à nous interroger sur cette évolution des prix du neuf. Mais oui, là, tu n'as pas pris de risque, tu as mis un prix qui évoluait pas, qui reste. Oui, sur le 2023, là, on s'est pas prononcé. C'est des petits tirets en plus, comme ça, vous savez bien que c'est une hypothèse. Donc oui, on a cette question-là qui est conjoncturelle, mais malgré tout, de manière plus systémique, enfin structurelle, depuis quelques années, on avait une constitution du prix et des composantes d'un prix de vente qui étaient tirées vers le haut et qui, pour les ménages acquéreurs, s'éloigner de leur capacité budgétaire. Donc, tout ça pour dire que, on voit qu'ici les taux d'intérêt, ça va constituer en fait un petit élément, qui est très important, mais je veux dire un élément qui là aujourd'hui va complètement gripper, le marché, qui connaissait déjà, des points de difficulté auparavant, hein. La crise qu'on connaît là, qui est inédite depuis 25 ans, elle est inédite dans ses volumes, dans le fait qu'elle touche et l'offre et la demande, mais elle va, malgré tout, s'inscrire, dans des contraintes qu'on va éclairer un petit peu maintenant, qui sont préexistantes à ce premier trimestre 2023. Sur les prix du neuf, on pourra en reparler sur leur potentielle évolution là en 2023. Mais si on reparle de ce que tu évoquais dans les années 90, en fait, tout à l'heure. Ouais, tu as semé des petits indices. Si on reparle de la crise des années 90, par exemple, l'ancien qui opère des évolutions plus rapidement, des ajustements plus rapides que le neuf, on avait des baisses de 30% des prix de l'ancien sur cette crise-là. Donc les crises sont pas forcément comparables entre elles. Toutefois, ce sont des choses qui vont venir peut-être intervenir dans l'année. On sait qu'il y a déjà quelques ajustements, là, des baisses qui sont identifiées, observées sur l'ancien. Ça risque de continuer dans l'année, en tout cas, pour se réajuster entre effectivement les capacités de la demande et puis l'offre. Ça nous amène à poser quelques points sur ces contraintes. Effectivement, quand on voulait évoquer ce début de l'année, on a certes donc des chiffres qui baissent, vous l'avez vu, vous n'êtes pas sans le savoir. On voulait quand même redonner un petit peu de hauteur à tout ça et réévoquer les autres éléments justement que je mentionnais précédemment, qui viennent contraindre le marché et qui viennent aussi nous faire dire que une simple baisse des taux d'intérêt soudaine ne résoudrait évidemment pas tout de ces contraintes-là qui s'imposent aujourd'hui à nous. Sur l'offre, évidemment, on a des contraintes multiples sur les composants d'un projet. Aujourd'hui, le prix du foncier, donc qui a ces dernières années plus que doublé, par exemple sur la région de Montpellier, ce sont des prix de foncier qui sont plus absorbables par des prix de vente qui continueraient d'augmenter pour s'ajuster sur les différentes composantes d'un projet. Ouais, ça, sur le foncier, excuse-moi, mais on Ouais. aime bien insister sur le fait que souvent, je dirais que le foncier a bon dos, mais on sait très bien que s'il a évolué fortement à la hausse, c'est aussi parce qu'il y avait des perspectives d'évolution très fortes sur les prix immobiliers positives. Donc finalement, entre la logique de compte à rebours qui écrase la charge foncière et le marché d'enchères, j'ai envie de dire c'est le marché d'enchères, donc le marché foncier qui a gagné, avec des effets d'emballement, des prises de position peut-être un peu ambitieuses, on va les appeler comme ça, téméraires, je ne sais pas, sur certains terrains, qui fait que une fois qu'on a habitué des propriétaires à leur proposer des tarifs élevés, c'est difficile de revenir en arrière quand la conjoncture elle est plus là et quand les prix immobiliers
s'oriente vers, encore une fois, une stagnation. Allez, encore un petit indice sur l'évolution des prix. Votre réponse. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je pense que c'est Je t'en important, prie. cette question Oui, foncière. non, mais c'est vrai que, en fait, le prix du foncier va pas être l'alpha et l'oméga de la réponse à apporter, enfin de la seule réponse, sur laquelle il va falloir se concentrer pour, espérer un petit peu sortir de cette, situation. C'est un des éléments certes, mais c'est pas tout ce qui fait non plus le prix d'un programme immobilier neuf. Ça reste néanmoins un élément de contrainte fort qui effectivement, tant que le marché est porteur, ne posait pas de problème majeur. Aujourd'hui, le marché étant grippé, il va falloir effectivement aller regarder chacun des composantes pour voir ce sur quoi on peut travailler. Donc le foncier en fait partie, bon, avec des éléments plus ou moins faciles à retravailler dessus et des effets d'ajustement qui, tu l'as dit, vont pas forcément être évidents et en réactivité très forte de la part des propriétaires fonciers, hein. Mais on a également, on va pas y passer, beaucoup de temps, mais l'évolution des coûts des matériaux, les différents éléments conjoncturels comme ça qui ont pesé sur d'autres composantes des programmes, qui, sont venus contraindre également, l'offre. L'évolution des documents d'urbanisme, également, alors, qui sont, nécessaires, hein, pour s'adapter, adapter, les projets, d'aménagement que les collectivités portent, les projets de l'aménagement du territoire que les collectivités portent sur leur secteur. Donc c'est nécessaire d'avoir des documents d'urbanisme qui soient adaptés pour que, les règles, du jeu et soient définies et claires pour l'ensemble des parties prenantes de la construction. Mais on sait aussi effectivement que ça apporte un petit peu parfois qu'il y a un peu des moments de latence. Ben, si on se compare encore une fois à la métropole, voisine qui est Toulouse, qui a vu son PLUiH être annulé, qu'on est reparti sur l'ancien document d'urbanisme, le temps de pouvoir remonter un PLUiH, ça a nécessairement, mis à mal des projets qui étaient déjà, bien avancés, sur certaines, communes. Sur le foncier également, c'est pas l'objet ici, mais sur le ZAN évidemment, la rareté du foncier, ça va inviter à travailler différemment cette composante du projet, en tout cas d'avoir d'autres opportunités, foncières et de pouvoir, à de pouvoir, retrouver des opportunités foncières, on va le voir, mais dans le tissu existant ou autrement, en tout cas de manière peut-être, plus contrainte, sur cette question-là. Et puis, il faut malgré tout, le dire, on sait qu'effectivement, la transition énergétique, ça implique des réglementations, des labels, voilà, qui imposent autant de contraintes dans la constitution d'un projet. Néanmoins, ça reste quand même, si on reprend un peu de hauteur, ça reste quand même, une des réponses, une des briques dans le défi qu'on doit, collectivement relever, qui est celui quand même de la transition, énergétique, et des défis environnementaux. Donc, il faut, malgré tout, remettre, cela en perspective, mais ça fait partie des composantes à prendre en compte. La demande, je ne vais pas m'appesantir, on en a parlé, hein, les capacités budgétaires qui sont mises à mal, mais également les nouveaux, usages auxquels il faudra répondre, mais on y reviendra peut-être, un peu après. Sur ces quelques contraintes-là, on voulait, mettre en valeur 2 points clés sur, qu'on voulait éclairer sur, les questions que toutes ces contraintes peuvent poser sur l'évolution, du marché. Yann, je vais te laisser y répondre, même si on a déjà, un petit peu, parsemé des éléments de réponse dans nos interventions. Tu laisses enfin un peu de place. C'était pour remettre un peu de rythme. Je t'en prie. Et C'est à toi. oui, ça me fait penser sur cette question des taux d'intérêt, effectivement, que tu évoquais avant. Et du coup, c'est vrai comme on a souhaité passer un peu vite dessus, mais on pourra le réévoquer aussi avec des perspectives de la même façon, une prospective qui est compliquée, hein. C'est vrai que tant que le financier n'est pas stabilisé, on a du mal à voir où on va. Bah oui, il y a deux questions centrales, en tout cas, qui nous sont posées régulièrement finalement sur à la fois la crise et sur qu'est-ce qui va se passer après, dans quel univers, dans quel paysage on va évoluer. On l'a évoqué un peu sur la recomposition du marché, d'une certaine façon. L'effondrement durable des ventes au détail. C'est vrai que, donc ça c'est le premier point, c'est vrai qu'on a tendance à prendre comme point d'origine, souvent, en tout cas de référence, pardon, voilà, je trouve le terme, 2018-2019, on avait des records de ventes au détail qui dépassaient les 120 000 ventes.
si vous revenez sur le graphique, si vous avez en mémoire le graphique, un des premiers graphiques qu'on a présenté, ça restait des volumes très élevés, encore une fois historiquement. Il est peu probable qu'on retrouve rapidement ces volumes-là, même qu'on les retrouve un jour. Hein. On l'a vu, une recomposition du parc qui fait qu'on va probablement produire différemment. Et puis, il y a, je dirais, donc, oui, effondrement durable. L'effondrement, on souhaite qu'il ne soit pas durable. Par contre, encore une fois, revenir jusqu'à 100 000 ventes détail par an, ça risque d'être très compliqué. Après, probablement que l'enjeu, et c'est ça qu'on va voir après, tu as commencé à l'évoquer, c'est qu'on ne va plus produire de la même façon sur les mêmes terrains, sur les mêmes fonciers. Hein. Vous savez que le ZAN est en discussion cette semaine à l'Assemblée. Hein. C'est un sujet qui est beaucoup discuté, beaucoup à la fois critiqué, etc., notamment sur ses modalités de mise en œuvre. Donc voilà, donc l'enjeu, ça va être surtout où est-ce qu'on retrouve des marges, comment est-ce qu'on reconstitue de l'offre dans un contexte qui change et qui nous oblige à changer. Et ça veut dire aussi changer notre réflexion aussi sur la programmation. Ça, c'est une pierre dans le jardin d'adéquation, hein, d'une certaine façon. On ne peut plus penser les choses comme on le faisait avant, y compris quand on travaille, nous, de notre côté, avec des opérateurs, quels qu'ils soient. Et puis la deuxième question, le paysage des marchés immobiliers sans investisseurs. Évidemment, la réponse, elle est forcément nuancée là aussi. Hein. Alors, c'est pareil, on l'a beaucoup évoqué, mais ça nous semblait important de bien enfoncer le clou là-dessus. Tu l'as dit, disparition du Pinel. Bon, évidemment, pour les volumes, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Le Pinel qui représentait quand même des volumes importants. Du coup, ce qui est certain, c'est que selon les territoires, on avait déjà d'autres types d'investisseurs qui intervenaient, l'investisseur patrimonial, on parlait des marchés secondaires rapidement tout à l'heure. On sait qu'il y a aussi d'autres logiques, d'autres dispositifs type le Malraux, le déficit foncier qui fonctionne bien, etc., etc. C'est pas tout à fait les mêmes logiques, mais ça veut bien dire qu'il y a d'autres investisseurs qui va peut-être falloir travailler davantage dans ce sens-là, peut-être avec d'autres dispositifs, je ne sais pas. Il y a le sujet des investisseurs institutionnels. On a parlé de la substitution du LLI au Pinel. Évidemment, tu le disais, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et j'irais même les 37 000 logements, il va falloir les trouver parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'opérateurs n'ont pas l'offre disponible, même virtuelle. Donc, c'est pareil, on en a finalement, les investisseurs institutionnels, ils ne sont pas si nombreux que ça sur le marché, donc et impliqués dans le marché du logement en France. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ce sont des opérateurs sur lesquels il va falloir compter davantage probablement à l'avenir. Et puis, on l'a évoqué aussi un peu, je répète un peu, mais les investisseurs dans tout ce qui est résidence gérée, y compris du particulier, il y en a, ils sont encore là et il va falloir continuer à aller les chercher. Voilà, donc sur ces deux questions, encore une fois, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on a des changements, oui, on a des évolutions, y compris quantitatives, mais ce sur quoi il va falloir jouer, c'est sur la composition, sur la diversification. Voilà les éléments de réponse. Je sais pas, tu voulais peut-être compléter. Non, on pourrait en dire aussi 2 mots sur l'évolution du paysage sans investisseur Pinel, en fait, avec d'autres investisseurs. C'est-à-dire pardon, que le paysage aujourd'hui, nécessairement, on regarde des volumes qui étaient produits pour la demande Pinel, étaient produits pour justement répondre à cette demande spécifique, pour que le dispositif soit optimisé et que ça réponde à la demande Pinel. Si demain on n'a plus de Pinel et que ce sont d'autres investisseurs qui viennent s'exprimer, de fait les programmes seront potentiellement imaginés différemment. Donc on peut aussi voir non pas un paysage donc des marchés, on l'a compris, sans investisseurs, ce ne sera pas le cas, mais un paysage des marchés immobiliers qui va évoluer, s'adapter aux nouveaux investisseurs, ou en tout cas à la place plus grande que prendront les investisseurs qui sont déjà aujourd'hui présents, tels que les institutionnels. Tout à fait. On va poursuivre sur les quelques pistes qu'on imaginait vous proposer pour repenser le développement du logement neuf. Évidemment, et là, vous êtes certainement très déçus, on ne va pas vous proposer des solutions miracles pour repenser le développement du logement neuf et retrouver des volumes qui nous satisferaient tous, mais essayer simplement de remettre un peu en perspective les pistes qu'on peut dessiner.
Et en préambule, de se dire déjà, alors ça fait un moment qu'en local on le dit, même adéquation tout court, ce sont des pistes qui vont nécessairement devoir être travaillées par, certes les opérateurs, hein, donc les promoteurs, les bailleurs sociaux évidemment, qui doivent eux aussi prennent évidemment part eux aussi dans ces transformations-là, dans cette période de transformation-là, hein. Mais évidemment les collectivités, les aménageurs publics, qui seront, cruciaux, dans cette évolution-là et dans les pistes qu'on va, dessiner. En premier lieu, la question, on l'a évoqué, du foncier, et des opportunités foncières. Aujourd'hui, vous êtes pas sans le savoir qu'on l'a vu sous l'effet du ZAN, mais d'autres, effets également, les opportunités, foncières vont être amenées à évoluer, et à être travaillées dans le tissu urbain existant. C'est le cas de tous ces secteurs à transformer qui sont identifiés et identifiables, que sont les entrées de ville, les zones commerciales, artisanales, les zones industrielles, sur lesquelles il y a des, poches d'opportunités foncières majeures. La difficulté évidemment, c'est de pouvoir les exploiter, c'est la propriété de ces fonciers-là, c'est, leur, transformation, à l'avenir, donc c'est plus difficile à exploiter évidemment et c'est là aussi que des programmes nationaux, vont pouvoir, donner un coup de pouce sur l'exploitation de ces fonciers-là, d'où le fait que tous les acteurs doivent être autour de la table pour faire bouger, ces fonciers-là. Donc là, on peut citer l'action Cœur de ville 2 qui va travailler, notamment, les entrées, de ville et puis on a aussi des réserves foncières qu'on a appelées parapubliques, c'est-à-dire, les universités, la SNCF et cetera qui, ou des grands groupes industriels, dans le côté privé, mais en tout cas, qui peuvent bénéficier encore de réserves foncières importantes ou en tout cas sous-exploitées sur lesquelles on peut imaginer faire des choses demain et qui inviteront à travailler, voilà, et demain avec, des universités par exemple, pour qu'eux, aient, des projets de valorisation de leur foncier, au profit donc d'opérations sur lesquelles, on pourrait imaginer, du logement, notamment. On vous a mis un petit exemple, mais c'est vrai qu'il y a, donc la CDC avec la Banque des territoires et le groupe Fray, qui se sont, constitués en SAS pour justement travailler les entrées de ville commerciales, et ils donnent quelques éléments chiffrés d'identification. Alors évidemment, tous ces fonciers-là ne pourront pas être exploités demain, mais ça représentait quand même, ce qu'ils évoquaient, 55 000 hectares, de foncier, qui pourraient être transformés, à terme. Donc c'est, toutes ces initiatives-là qui vont, devoir être, continuer d'être pensées, optimisées et puis renforcées à l'avenir pour se transformer. Un autre bloc en termes de diversification des actions, on l'a vu donc territoriales, sectorielles, et puis également de produits. Ah oui, alors là, c'est à mon tour, Oui, effectivement, sur les produits à développer. je suis bavarde. C'est comme ça. Mmh. Et sur les produits à développer, effectivement, alors ici aussi, on aime bien dire qu'il n'y a rien de complètement nouveau. C'est beaucoup des réflexions qui réémergent, notamment dans la crise, on le sait, c'est un classique, on aime bien le rappeler. Et ça peut être une accélération aussi de phénomènes qui avaient déjà débuté. Alors le premier d'entre eux, on aime bien souligner, c'est le bail réel solidaire. On a vu en plus récemment là avec les résultats du CNR Logement, une des mesures qui ressort, c'est bien d'intermédiariser entre guillemets le bail réel solidaire, j'aime bien l'expression, même si. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est juste un produit d'accession sociale. Et on voit qu'on nous annonce que les plafonds de revenus vont être assez fortement rehaussés. Alors, on va voir dans quelle mesure, mais ce qui permettra de toucher un peu plus de classes moyennes. Donc, c'est un des objectifs qu'on nous annonce. Évidemment, il faudra voir comment il est appliqué, dans quelle mesure, localement, etc., par les différents organismes de foncier solidaire. Mais le BRS, il a fait. On vous a mis quelques chiffres là, sur la slide. Ce qui est important, hein, c'est ce que vous avez en haut à droite, là, OFS et BRS, 129 agréments délivrés, etc., pour les OFS. On sait qu'il y en a encore beaucoup dans les cartons. On sait que dans cette période de mauvaise commercialisation, ceux qui parlent d'un certain nombre de métropoles, c'est d'abord le bail réel solidaire, les logements en BRS, et ça devient un produit incontournable. Et il ne serait pas complètement étonnant de voir arriver des opérations, peut-être en 100% BRS, dans les mois qui viennent.
Parce qu'encore une fois, il y a un avantage au bail réel solidaire, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, ça se commercialise parce qu'on a dans des prix, on vous annonçait des prix moyens. Vous voyez, France, nous, on estime c'est autour de 3 300 € le mètre carré. Alors, évidemment, encore une fois, avec une très, très forte diversité, même si là, on est hors Île-de-France. Voilà. Donc, le BRS devient l'incontournable qui fait ses preuves aujourd'hui en termes de commercialisation, c'est-à-dire qu'on s'interrogeait sur la réception ou la réceptivité, je ne sais pas comment le dire, des ménages. Ça fonctionne bien. Et ça fonctionne d'autant plus dans une période avec, encore une fois, tu l'as beaucoup évoqué, tu l'as bien illustré, de complexité de la solvabilisation et des capacités d'achat des ménages. Ça a permis, ce bail réel solidaire, de relancer des échanges, une discussion, une réflexion sur ce qui va relever de l'accession hybride. Et ça, on trouve ça intéressant aussi, nous, parce que ces modèles hybrides, alors qu'est-ce qu'on entend par modèle hybride? C'est ces modèles entre de l'accession et la location. Souvent, on a un peu cette vision binaire, hein, on est soit locataire, soit propriétaire. Là, on a des modèles, et le BRS l'illustre, hein, avec un modèle particulier de dissociation, etc., mais où on a un peu de loyer et beaucoup d'accession. On a au moins 2 pistes là-dessus qui sont rapidement évoquées ici. Les termes sont en train de se stabiliser parce qu'il y a beaucoup de réflexions. C'est une piste qui renvoie à des formes de PSLA privées, hein, une sorte de leasing, comme on aime bien comparer au marché de la voiture. C'est comme ça dans la promotion notamment. Et ben là, c'est les LOA qu'on connaît sur les voitures, avec des options d'achat après une phase locative. Et puis sinon, il y a aussi des logiques de co-investissement, hein. Donc avec des investisseurs, on parlait aussi tout à l'heure des investisseurs, des investisseurs qui vont venir co-investir avec un accédant, et avec des modèles, notamment, par exemple, d'amphithéose privée. Donc, ça réactive des réflexions, ça renvoie à de nouveaux produits. Encore une fois, il peut y avoir un scepticisme, on l'entend bien, côté commercialisation, quand on est dans des périodes de taux bas, parce que finalement, les ménages arrivent malgré tout à accéder. Peut y avoir un scepticisme aussi, on va se le dire, du côté des banquiers, du côté de... je stigmatise pas les banquiers, c'est juste pour dire qu'ils ne sont pas habitués, donc c'est un nouveau produit, il faut l'expliquer aussi. Mais on voit bien que ça peut permettre à des ménages dans des endroits où ils n'accédaient pas massivement, notamment dans des cœurs d'agglomération, qui deviennent complètement inaccessibles pour de plus en plus de ménages, de trouver quand même à proposer un produit où on a quand même une phase de capitalisation et le ménage, quand il vend, il repart pas sans rien. Donc ça, on pense que ça peut être une façon de sortir des opérations intéressantes, d'autant plus que si on travaille bien, et on a déjà des simulations, ça n'a pas d'impact sur le bilan d'opération. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est qu'on tient par les deux bouts, c'est-à-dire qu'on solvabilise, on gagne de la profondeur de marché d'un côté, c'est-à-dire qu'on ramène des ménages sur les programmes en question, et en plus, on n'impacte pas négativement le bilan d'opération. Ça ne va pas faire 80% des ventes demain. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais par contre, ça peut être des éléments, des segments de marché, encore une fois, dans cette logique de diversifier, qui peuvent être intéressants. Et puis, le dernier point, c'est tout ce qui renvoie aux produits locatifs. On en a un, même si derrière, on a des investisseurs institutionnels souvent aussi, et qu'il faut les convaincre de rester sur le marché ou de revenir sur le marché du logement. On a beaucoup parlé de co-living, même si tu aimes bien rappeler que ça risque d'arriver à saturation. Peut-être je te laisserai dire 2 mots dessus, mais je voulais juste insister avant ça sur le Build to Rent, qui est un produit qui est une forme de co-living pour des ménages familiaux. Pardon pour le raccourci, mais voilà, on n'a pas forcément le temps d'approfondir là. Mais voilà, on a ces modèles avec beaucoup de services qui se développent et qui peuvent être aussi des alternatives intéressantes. Je ne sais pas si tu voulais compléter sur le co-living. Oui, simplement vous en dire un mot. On vous a rappelé une petite projection là, qui avait été donnée par Savills, mais le co-living, évidemment, tout ce qu'on vous dit là n'a pas vocation à remplacer temps pour temps le marché de la vente au détail ou de la vente à investisseurs que l'on connaît aujourd'hui, hein, évidemment. Et le co-living, on le sait, même s'il est en pleine expansion aujourd'hui, la profondeur de marché propre au co-living sera pas extensible. C'est-à-dire qu'une fois que les principales agglomérations, notamment, seront alimentées avec cette offre, voilà, ce sera pas une manne c'est pas la panacée non plus, quoi. voilà, qui sera extensible. Donc,
voilà, simplement se dire qu'il y a certaines de ces opportunités-là qui répondront à des nouveaux usages, qui répondront à des nouveaux besoins et qui pourront trouver preneur, notamment dans des marchés immobiliers qui changent, comme ceux des grandes métropoles. Pour autant, effectivement, chaque brique un peu à sa place là-dedans et on n'est pas sur un remplacement total de ce qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr. Peut-être pour poursuivre, on avait, la question de l'action publique. Alors, bon, l'action publique, c'est un thème, bien large. On va pas parler de toute l'action publique, ici parce qu'il y aurait beaucoup de choses à détailler. Mais simplement te dire que même tout ce qu'on s'est dit là, hein, quelque part, c'est sous l'effet de l'action publique, hein, que le BRS est porté ou, pour, prendre la place parfois de l'accession abordable, qu'il est incité fortement dans les opérations d'aménagement. Voilà, sur les territoires, l'action publique, on a vu aussi qu'elle était au cœur de ces changements-là ou des programmes nationaux qu'on a évoqués. Là, ici, quelques réflexions sur le rapport aussi que l'action publique aura avec notamment le foncier, pour éclairer d'autres peut-être facettes de ces questions-là. Oui, je précisais, c'est le dernier point, Oui, donc tout à c'est fait. juste pour vous dire on arrive à la fin, donc n'hésitez pas à vous poser vos questions, on va essayer de trouver le temps d'en prendre quelques-unes. Oui, alors foncier public, ça prolonge un peu la réflexion et les éléments dont je parlais précédemment. Dans dans le dans le, mmh, dans le contexte de crise qu'on connaît et puis, même déjà l'année dernière, on voit réémerger, c'est pour ça aussi que j'ai insisté un peu sur les charges foncières. La question foncière, elle réémerge à chaque fois. Mmh. Alors elle est toujours un peu sous-jacente, hein. On trouve toujours que les fonciers sont trop chers, évidemment, parce que forcément, ça a un impact, donc on aimerait bien les payer moins cher. Bon, c'est comme ça. Mais là, on voit bien comment, on remet au cœur, notamment parmi les sujets, le foncier. Demain, mais ne serait-ce que pour faire du BRS qu'on évoquait, il faut bien que la foncière, elle achète des fonciers, elle achète des terrains. Mmh. Si c'est des terrains privés, bah forcément, c'est beaucoup plus cher. Donc, on voit que depuis quelques mois, ça s'est renforcé fortement, à mon sens, la réflexion sur ces questions de foncier et, pour lâcher le grand mot, de rente foncière. Mmh. Euh, et donc, il y a une question clairement qui se pose, selon nous, aux opérateurs publics, c'est: est-ce que je vends mon foncier? Est-ce que je dois le vendre systématiquement? Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire il faut jamais vendre le foncier, hein. C'est pas le c'est pas le sujet. De la même façon, il faut de la mesure là-dedans, mais il nous semble que ça peut être intéressant de réfléchir aussi comme ça. Pourquoi? Parce que on a des outils que vous connaissez, hein, les baux à construction typiquement, hein. Une partie de la ville de Lyon s'est construite sous format de baux à construction Mmh. avec les hospices civils de Lyon. Ça existe encore, en plus, pas dans les quartiers les moins attractifs, hein, c'est un euphémisme de le dire pour ceux qui connaissent Lyon. On cite souvent cet exemple-là, mais il y a l'exemple rennais aujourd'hui où ils sont en train de réfléchir sur leurs ZAC. Donc, l'enjeu, c'est bien de se dire, on maîtrise une partie de notre foncier, finalement, on est déjà propriétaire, et surtout, ça permet d'enlever la charge foncière d'une partie du bilan, et du coup, potentiellement aussi, de réduire les prix de sortie. Donc, on retrouve mes enjeux, et avec une maîtrise foncière publique sur un certain nombre de termes Mmh. publics. Le dernier point qu'on voulait évoquer, c'est évidemment la réhabilitation, hein, tout ce qu'on a dit sur, le réinvestissement de l'existant, tant sur le foncier, que sur le bâti. Ici, c'est sur le bâti donc que la piste se concentre. Vous le savez, donc il y a toutes les lois qui, traitent des, passoires énergétiques qui, représentent aujourd'hui des opportunités. Là encore, hein, dans le volume, on n'ira pas, remplacer tout le développement du logement neuf via la réhabilitation, ni en volume, ni demain, parce qu'il faut un temps pour que tous ces modèles économiques et toutes ces filières se constituent, évidemment, même si on a déjà hein, des opérateurs, bien sûr, qui font de la réhabilitation, y compris en Languedoc-Roussillon. Mais ce sont aussi potentiellement des branches, des modèles sur lesquels les modèles devront être développés pour poursuivre le développement du logement neuf. Il y a d'autres pistes, d'autres opportunités qu'on n'évoque pas forcément ici, qui sont la surélévation.
par exemple, ou la transformation de bureaux en logements, a priori quand même en Languedoc-Roussillon, ce ne seront pas les opportunités les plus importantes demain pour venir réalimenter le marché. Donc on s'y attarde pas ici. On va pouvoir prendre quelques questions simplement en synthèse, vous l'aurez compris, donc la crise là qu'on l'on connaît, sur le début d'année, va, se poursuivre, sur l'année. On a, effectivement, là, le système qui se grippe avec la hausse des taux d'intérêt, avec la demande qui n'arrive plus à s'exprimer, mais on voit bien qu'il y a d'autres contraintes qui venaient déjà, interroger un petit peu les modes de faire, les modalités, interroger, les choses, mais pour on l'a vu, l'ensemble des acteurs de la chaîne, hein, pour, les collectivités, les aménageurs, publics ou privés, les opérateurs, que sont les promoteurs comme les bailleurs sociaux, hein. Donc là-dessus, on l'a vu, on en a parlé un petit peu en filigrane tout au long de nos propos. Il y a bien évidemment eu des annonces du CNR, qui sont au cœur de l'actualité. On a vu que ces annonces-là, n'allaient pas avoir en fait d'effet suffisamment, impactant pour pouvoir, solutionner en tout cas, les questions enfin les enjeux que l'on connaît, les difficultés qu'on connaît. Là-dessus, voilà, la réponse viendra pas là directement de l'État, même s'il y a des choses qui sont proposées. Clairement, ce sera pas suffisamment impactant pour traverser, enfin, solutionner cette crise-là dans un court voire un moyen terme. Donc, ce sont autant de réponses qui vont devoir effectivement être trouvées en local, avec des initiatives privées, publiques, des partenariats publics-privés aussi, par l'ensemble des acteurs que j'ai cités. Ça, c'est notre conviction. On va peut-être prendre quelques questions si on a le temps. Écoute, oui, je pense qu'il y en a 2, je te les donne, comme ça, il y en a au moins 2, oui. Sur le nombre de logements qui sortaient en Pinel par an jusqu'à présent. Première question, il y en a une deuxième, donc c'est Guillaume Gesset, j'espère que je prononce correctement. Et donc ensuite, il y a Apolline Dumas qui nous demande, on a commencé, oui, à parler, alors le fameux sujet de l'évolution des prix du neuf à venir. Oui, bon, peut-être sur cette dernière question, on a commencé à en parler rapidement, mais sur l'évolution des prix du neuf. Donc, on l'a vu, l'ancien commence un petit peu à se réajuster au marché. Le neuf est beaucoup plus dur à réajuster, parce qu'on l'a vu, hein, les composantes d'un prix du neuf sont aussi elles-mêmes contraintes. Malgré tout, on devrait effectivement, et tu l'as un peu dit, hein, pas, en tout cas, on ne connaîtra pas les évolutions de prix à la hausse que l'on connaissait jusqu'à présent et qu'on a même identifié sur le 1T, le premier trimestre. On devrait du coup, à minima stabiliser à la fin de l'année, parce qu'on a aussi dans les prix observés à la vente, on aura certainement l'effet des offres aussi qui sont pratiquées aujourd'hui par un certain nombre de promoteurs pour relancer la commercialisation d'opérations dont la commercialisation, on va dire, stagne. Et donc peut-être qu'effectivement, dans les prix de vente observés qui auront eu lieu dans l'année, on verra peut-être une petite baisse ponctuellement Ouais, je pense, ouais. à la lumière de certains programmes. Effectivement, les remises sur la commercialisation, le risque, c'est qu'elles vont certainement pas suffire, même si certains font des gros efforts, risquent de pas suffire. Et ce qu'on voit, encore une fois, là, c'est historiquement, l'histoire se répète jamais tout à fait à l'identique, c'est que les prix, ils n'ont jamais baissé depuis 30 ans dans le neuf. Même pendant la crise de 90, finalement, on a une stagnation des prix, c'est-à-dire l'ajustement, ce que j'évoquais au tout début, il se fait d'abord par les volumes, et massivement par les volumes. C'est-à-dire que pour les contraintes d'opération dont tu as parlé, on retire les opérations de vente. En plus, ce système de la vente sur plan permet de le faire, puisqu'on est face à une offre virtuelle. Donc évidemment, il y a toujours des queues de programme qui posent souci, etc. Mais sur la vente détail, c'est pour ça qu'on anticipe plutôt une chute de l'évolution à la hausse, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on va être sur des 0% peut-être, peut-être 1% en 2023, peut-être 0% en 2024, mais pas de chute, alors que dans l'ancien, effectivement, elle se dessine. Et là, on peut imaginer des ajustements forts. Je ne sais pas si c'est un ajustement, en tout cas des baisses fortes de l'ordre de 20-30%. Tu as évoqué ces chiffres-là. Alors, sur combien de temps? C'est ça la question aussi.
tout à fait. Sur le Pinel, peut-être? Oui, sur le Pinel. Non, non, Comme je vois le temps qui passe. tout à fait, tu as raison de me le rappeler, sinon je pourrais en parler des heures. Sur le Pinel, oui, on en a dit 2 mots. Le Pinel, on avait, il y a quelques chiffres qui sont donnés, notamment dans les lois de finances, que l'on pourrait reciter. On sait, alors en part, on sait que le Pinel dans l'ensemble des logements, vendus à investisseurs, ça représente 75 à peu près, des ventes, investisseurs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut, donner d'autre C'est comme, environ 200 000 oui, ménages, c'est ça, bénéficiaires en 2019 ou 2020? Je me souviens plus du il y chiffre. avait, oui, environ 200 000 ménages. En tout cas, c'est vrai que ça représente, une part non négligeable de, L'essentiel de la vente investisseur, ouais, malgré tout. oui, oui, ça c'est certain, c'est certain. Et notamment sur nos territoires, hein, qui ont connu, en Occitanie des parts, très importantes. J'ai une autre question de Clément Feldis. Bonjour Clément. Bonjour Comment Clément. les opérations en renouvellement ne sont aujourd'hui quasiment jamais en équilibre financier. Pour autant, la construction, oula, ça sent la question compliquée, donc ça va être pour toi. Merci. Pour autant, la construction au sein de l'enveloppe urbaine va devenir la norme. Y a-t-il des pistes de solutions pour équilibrer financièrement ces programmes? En renouvellement urbain, c'est ça? Ouais. Ah bah, les pistes, elles sont, voilà, comme ça, non, j'aurais pas de solution miracle à vous donner dans les 2 minutes, restantes. Toujours est-il que là, la première esquisse qui me vient de réponse, c'est de vous dire que, à mon sens, la réponse, elle peut qu'être collective et notamment avec une action publique, forte. Puisque, là, aujourd'hui, sur ces modèles-là de réhabilitation, notamment renouvellement urbain, on sait qu'il y a, il y a un point de blocage notamment, 2 points de blocage si je peux en citer que 2. C'est d'une part l'équilibre du montage, économique de l'opération, où on sait aussi qu'il y a des modèles économiques qui sont aujourd'hui pas encore, peut-être trouvés pour qu'on puisse, effectivement équilibrer ces opérations et en faire quelque chose de récurrent. Et puis le deuxième point, de blocage, ça va être les prix de vente sur, parfois des renouvellements urbains. On a aussi, des secteurs sur lesquels on ne peut pas, faire absorber justement l'ensemble du montage économique de l'opération, par, des prix, à la hausse, que ce soit dans la conjoncture actuelle, mais même de manière générale. Moi, je voulais Ouais. juste compléter par rapport à ce que tu dis. C'est vrai que, donc, évidemment, la question, elle est au cœur des problématiques et des questions qu'on nous Mmh. pose régulièrement. Évidemment, on n'a pas de baguette magique. On a parlé, malgré tout, de défiscalisation qui se pratique, des déficits fonciers, etc., dans l'ancien. On sait que une des pistes qu'on explore aujourd'hui, on parlait de modèle hybride. Derrière, on a des Mmh. logiques de co-investissement qui peuvent intéresser un Mmh. certain nombre d'investisseurs dans des marchés bien spécifiques, mais aujourd'hui, on sait que ces investisseurs, ces logiques de co-investissement, elles peuvent concerner, vous voyez, des marchés comme Angers, des marchés comme Nantes aussi, en cœur ou en première couronne. Et en tout cas, ça fait partie des secteurs que regardent ces acteurs-là Mmh. et qui vont permettre aussi d'investir dans des logements, parfois en diffus d'ailleurs, Mmh. avec, à partir du moment où ces modèles-là seront un petit peu éprouvés, une capacité potentiellement à aller sur des étiquettes E, F, pourquoi pas G Mmh. demain, en intégrant des coûts travaux dedans. Ouais. Donc il y a déjà des choses qui se font malgré tout Y avec des compris en opérateurs, construction. hein, faut le dire aussi, des promoteurs privés notamment Mmh. qui investissent ces sujets-là. On sait qu'aujourd'hui, quand on a un ensemble, une copro, c'est quand même plus facile. Hein, donc on a l'enjeu diffus versus l'enjeu ensemble de la copro. Quand on est déjà propriétaire, c'est plus facile de transformer parce qu'il n'y a pas cette charge foncière avec Mmh. cette valeur d'usage à acheter. Donc il faut découper les problèmes. J'ai envie de dire, il y a différentes situations Mmh. plutôt. Et encore une fois, il y a des nouveaux modèles, mais là, ce sera un peu trop long. Et puis, je vois le temps qui passe de les exposer Mmh. en détail. Mais Clément, n'hésite surtout pas à nous recontacter. Je pense On que se voit bientôt. tu vas voir, ouais, voilà. Et on se voit bientôt. Et en plus, il y a nos coordonnées pour ceux qui seraient intéressés aussi, évidemment, sur ce sujet-là. On commence à avoir des pistes. Et donc, et de toute façon, c'est un enjeu. Donc, ça va être nécessaire d'arriver à trouver des solutions concrètes. Oui, en conclusion, la question, ça va être de structurer l'ensemble des réponses, qui se dessinent et qui se sont déjà dessinées, ces dernières années, et puis de massifier aussi un certain nombre C'est ça. d'opportunités, que l'on connaissait déjà, mais qui demain vont devoir, être davantage structurées et massifiées en termes de réponses. 9h58, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, à tous, d'avoir participé à ce webinaire. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on essaiera de revenir vers vous dans un deuxième temps. Vous recevrez, demain, il me semble, l'opportunité de recevoir le replay et
le support de présentation. Encore une fois, merci à tous et merci à notre équipe de communication et notre équipe technique qui a effectivement encore brillamment travaillé sur ce webinaire et qui nous épaule dans cet événement. Merci Yann, et puis à très bientôt. Merci à toi, merci à tout le monde, tous ceux que vous ne voyez pas en ce moment à l'écran.